Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue. L'actualité économique du jour, l'incroyable effet Merkel-Macron. Il a suffi d'une rencontre à Berlin entre le nouveau président français et la chancelière allemande pour avoir hier des indices réels et sérieux, j'ai envie de dire, en une journée de marché qui prouvent que c'est le retour de l'Europe politique. Voilà. On a eu des effets sur la parité euro-dollar, sur l'activité de marché des émissions obligatoires d'entreprise, on a eu des effets sur la faiblesse de la volatilité, et puis notre dette française, merveilleuse dette française qui attise les gourmandises, puisque l'agence France Trésor, là où elle voulait placer 4 milliards, on a placé 7 finalement. Mais la demande allait jusqu'à plus de 30 milliards d'euros. Quand même véritablement un phénomène de début de mandat. Et ça nous amènera à nous poser les questions quand même des choses réelles et sérieuses que nous sommes en droit d'attendre. Et notamment aujourd'hui, dans les colonnes des Échos, Jean-Pierre Levade avec nous, aujourd'hui, commet une tribune sur ce qu'il appelle les défis du quinquennat. En fait, d'après moi, il y a un défi véritablement qui est mis en lumière, on va en parler. Également dans l'actualité du jour, le FMI qui pointe un risque de pauvreté en Allemagne. Le FMI constate que depuis une dizaine d'années, certes, le chômage est au plus bas, mais la pauvreté en Allemagne a tendance à s'accroître. Et c'est quelque chose qui, évidemment, dans ce débat, pour savoir si l'Allemagne doit investir ou dépenser plus, appelle le FMI une fois de plus l'Allemagne à agir compte tenu de ses capacités financières. Il y a enfin un événement qui risque de faire parler de lui s'il se confirme, et il a l'air assez bien renseigné. D'après le Wall Street Journal, Ford pourrait supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs. Pourquoi ? Eh bien, pour relever le cours de l'action qui a perdu 40% depuis plusieurs mois, et ce qui déplaît foncièrement aux actionnaires. Ah oui, les résultats sont là, mais pas la rentabilité. Du coup, la valorisation de Ford baisse. Du coup, 20 000 postes pourraient être sur le carreau. Sur ces 20 000, il y en a 1000 qui sont potentiellement installés en France, dans une usine qui est en Gironde, et qui, parmi ces salariés, comptent notamment un certain Philippe Poutou. Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. Économiste et banquier. Jean-Charles Simon, bonjour. Bonjour. Économiste, président de la Société d'études et d'intelligence statistique Statian. Et Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Vous me raconterez comment les investisseurs voient l'ISF immobilier, la taxation de l'assurance vie, comment ça va se passer avec le prélèvement forfaitaire libératoire à 30%, ce qui fait bon être investisseur sous l'ère Macron. L'incroyable effet Macron-Merkel. Est-ce que vous êtes de mon avis, l'un d'entre vous, qu'il y a véritablement eu un événement lundi soir et qu'on a vu l'euro remonter, on a vu les émissions obligataires atteindre un niveau jamais vu depuis un an, 28 milliards d'euros en Europe pour une seule journée d'émissions obligataires d'entreprise. La volatilité de marché s'est calmée et puis la dette française est partie comme des petits pains. Est-ce que vous croyez, Jean-Pierre Levade, qu'il y a un véritable effet politique, une forme de retour de l'Europe politique avec cette élection qui nous permet d'imaginer autre chose que la fameuse Europe détestée? Oui, certainement. Oui. De mon point de vue, on peut remercier Marine Le Pen et M. Philippot parce qu'ils ont réussi à renforcer formidablement l'euro. L'euro est maintenant installé, invulnérable. Et le résultat de l'élection française, oui, c'est que soudainement, des choses que le prédécesseur de M. Macron n'osait pas afficher de manière explicite, un renforcement de la zone euro, le changement si nécessaire des traités, davantage d'intégration économique, brusquement, ça apparaît. Et deuxième élément très important, Madame Merkel, qui jusqu'à présent disait « je ne bouge pas », là, soudainement, elle a l'air plus ouverte. Donc, euphorie. Et c'est vrai qu'en discours politique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela étant, si vous me permettez, allez-y, une atténuation de taille. Je ne pense pas que la France puisse être prise au sérieux si elle ne rentre pas dans les clous en termes de discipline budgétaire. Et donc, je pense que la préparation du budget de l'année 2018 va être un test redoutable pour l'actuel président de la République. Je ne pense pas que Mme Merkel acceptera de discuter l'intégration européenne, de poursuivre dans l'ouverture formidable qu'elle vient de faire, si nous ne faisons pas l'effort budgétaire que depuis 15 ans, nous ne faisons pas. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le deuxième déficit par ordre d'importance de toute la zone euro.
Et on sera le premier fin 2018 s'il ne se passe rien. Oui. Ça va être très compliqué l'année budgétaire 2018. Très. C'est l'année où normalement on continue à payer le CICE, mais on applique la promesse qui veut que le CICE devienne de la baisse de charge en temps réel, ce qui fait que c'est un peu double facture et on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à un point de PIB supplémentaire à aller trouver. Pour tenir la règle des 3%, ça va être chaud. Globalement, il y a 3 messages à retenir hier. Il y a la pérennité de la zone euro, avec effectivement l'idée qu'on va plus loin dans la zone euro, peut-être en commençant par l'Europe de la défense, qui est le sujet le plus consensuel. Le retour du couple franco-allemand, Madame Merkel qui dit oui, l'Allemagne peut peut-être investir davantage. Et Emmanuel Macron qui dit mais la France doit en priorité faire les fameuses réformes qui n'ont jamais été engagées. Et puis contrairement à François Hollande qui avait mis les eurobonds en tête de gondole de sa première rencontre avec Madame Merkel, là Emmanuel Macron a clairement dit que ça n'était absolument pas quelque chose qu'il avait mis parmi ses priorités. Les eurobonds du passé. Du passé. Liés à la dette passée. Hein, voilà. En tout cas, il n'était pas dans la posture écoutez, l'Allemagne paiera et puis on verra après. Est-ce que vous avez le sentiment, Stéphane Van Nuffel, Jean-Charles Simon, qu'il s'est passé quelque chose d'important ou alors qu'on est sur du marché de 24 heures et que finalement dans 48 heures on aura... J'apporte juste une petite précision parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ce secteur-là, mais ma lecture à moi, et pour aller dans le sens de mon prédécesseur, il s'est passé quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en fait, M. Macron a choisi une stratégie que je partage, qui était de dire... Jusque-là, on se battait l'Europe contre les anti-européens qui ne voulaient plus de l'Europe, et puis on défendait l'Europe. Monsieur Macron, lui, il veut créer une nouvelle Europe, en tout cas, il déclenche une nouvelle façon de voir l'Europe. C'est-à-dire, c'est pour moi très courageux, mais finalement, je pense, en tout cas, je partage son avis, c'est la seule solution. C'est-à-dire, si on veut se bagarrer contre les protectionnismes, il ne faut pas défendre ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut être concret. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Le couple franco-allemand n'a pas forcément très bien marché ces 5 dernières années. Là, lui, il va vers plus d'Europe. Ça marche, la preuve. Les spécialistes, les marchés le remercient. Je fais juste Attention, cette Europe qu'il plaide est une Europe qui demande de réviser les traités et d'obtenir l'unanimité des membres. Il y a plusieurs choses qui s'alignent encore. Monsieur Macron est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Les Allemands vont rentrer dans une période électorale aussi. Donc forcément, ils ne vont pas pouvoir taper du poing sur la table forcément comme ils le font à chaque fois. La question qui est importante dans ce que vous avez dit sur les 3 choses qui se sont décidées ou en tout cas discutées hier, il y a cette notion de la défense. Ça veut dire que dans ce fameux point qui nous manquera éventuellement si on fait alignement à CICE, baisse de charge, peut-être qu'à un moment donné, si dans le calcul de nos déficits, l'Allemagne accepte enfin, parce que c'est l'Allemagne qui n'accepte pas, que le coût de la défense, qui est quand même supporté jusque-là principalement par la France, si je ne m'abuse, en Europe, soit pris en compte, ou en tout cas soit sorti du calcul de ces charges, qui donc déclenche aussi, ce qui est quand même un coût important, et déjà un signe que les négociations, c'est là où je veux en venir, les négociations sont possibles éventuellement pour que 2018 soit peut-être pas la meilleure année pour respecter le traité, mais en tout cas, on aille dans le bon sens et qu'en fait le couple franco-allemand reprenne sa marche que j'appelle de mes voeux depuis quelques années déjà, si vous vous souvenez bien. C'est exactement l'état d'esprit du projet de Thierry Breton qu'il a porté de capital en capital, qui consiste à mutualiser à la fois une partie des dettes héritées des questions militaires et de défense, mais également une partie des budgets votés chaque année qui ont une portée communautaire. Ou en tout cas, si la France maintient son rôle militaire, que ce soit pris en compte comme étant une charge globale et générale. Voilà. Bon, votre lecture de la séquence, Jean-Charles Simon, est effectivement juste à côté de l'année budgétaire 2018 qui va s'ouvrir et qui est d'ores et déjà compliquée. Moi, ma conviction sur ce qui s'est passé sur les marchés obligataires, c'est moins sophistiqué que peut-être on pourrait l'imaginer à mon sens. L'essentiel, ça a été le grand soulagement sur le risque politique. Je ne suis pas sûr que les marchés aient une vision nécessairement très précise de ce que va devenir la gouvernance budgétaire, fiscale au sein de la zone euro, qui reste quand même quelque chose d'un petit peu nébuleux et de pas très précis dans aucun des projets, ni dans les déclarations de M. Rajoy, qui, ayant commencé à assainir la situation espagnole, commence à trouver qu'il est maintenant légitime à en parler, ni dans le programme d'Emmanuel Macron, où objectivement ce n'est pas d'une limpidité absolue. Donc tout ça, c'est le bon sens, mais c'est surtout le soulagement sur le risque politique, qui n'est pas que français. D'ailleurs, évidemment, énorme soulagement sur ce qui vient de se passer en France. Le sentiment que M. Macron fait les bons choix et devrait réussir à pouvoir gouverner et donc probablement à pouvoir être un bon réformateur, en tout cas d'aller sur les pistes qui conviennent au marché. En même temps, réassurance également sur ce qui se passe en Allemagne, puisque Mme Merkel a remporté des victoires régionales en Rhénanie-Westphalie encore le week-end dernier, très importantes. Donc les gens se disent, ça y est, la route est dégagée, pas de risque,
qu'Angela Merkel va repartir pour un 4e mandat. Mais les marchés obligataires, ont réagi pour moi fondamentalement à cette ambiance-là. Cette ambiance de ça va mieux sur le risque politique, donc les chocs potentiels sur les taux s'éloignent et on a quelque chose de beaucoup mieux géré, beaucoup plus stable. J'ajoute que le même jour, il y a une émission obligataire du Royaume-Uni, donc en livres sterling, qui a eu un succès phénoménal également, donc qui n'est pas lié à la même question, mais qui est aussi lié à ce climat global de ça va mieux. Madame May va également, a priori, remporter un triomphe le 8 juin aux élections générales qu'elle a appelées. Bien parti, oui. Et donc, si vous voulez, je pense que pour les marchés, tout ça est assez satisfaisant parce que ça apaise ce qu'ils ont eu, ce qu'il y a encore 10 jours, qui était, si ça se trouve, Marine Le Pen au pouvoir en France. Donc, même si la probabilité n'était pas très forte, c'était le vrai problème. Là, ça y est, l'horizon s'est dégagé. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent que tout va être formidable dans les politiques menées par les uns et les autres, mais au moins, voilà, on a un horizon qui apparaît maintenant stable pour les prochaines années. 3 leaders européens qui vont devoir discuter du Brexit, qui pour les 2 Européens vont devoir discuter de la gouvernance de la zone euro et qui, a priori, sont bien aux manettes et sont des gens raisonnables et responsables. Oui, qu'en fait, oui, l'horizon s'éclairsit pour une durée assez longue. Absolument. Allez-y, Stéphane. Alors là, c'est vraiment. On va rentrer après non, mais là, c'est vraiment pour être un peu, pour être un petit peu l'avocat du diable. Mais il faut faire attention quand même, en particulier sur le marché obligataire et sur le marché des taux, parce que là, on vient de le voir, la France peut emprunter à nouveau comme si c'était la fête générale, puisque grosso modo, il y a eu 30 milliards de positionnés pour au départ une émission de 4 milliards qui a fini à 7 à un taux complètement invraisemblable sur une durée sur 30 ans, oui. Sur une durée nouvelle, c'est-à-dire c'est un nouveau produit financier sur 30 ans. Il me semble qu'il faut faire très attention. Certes, l'environnement est apaisé et c'est très bien, et vous me posez des questions sur mes clients, c'est très bien. Je ferai très très attention quand même et je fais confiance à la future équipe qu'on ne connaît pas encore. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Ça veut dire que là, c'est un peu la dernière chance aussi. Il faut faire attention parce que la France vit un peu, entre guillemets, sur un crédit qui n'est pas un bon crédit. C'est-à-dire emprunter, c'est bien. Emprunter très peu cher, ou en tout cas pas en relation réelle avec la situation de notre budget et de l'équilibre de nos comptes, a un risque. C'est-à-dire que là, si M. Macron, contrairement aux législatures précédentes, ne prend pas conscience que c'est un petit peu une chance quand même d'avoir un taux très bas qui nous permet et qui n'initie pas ce qu'il faut initier avec cet argent, on va se mettre clairement dans une situation compliquée le jour où ça va arriver. Parce que Nicolas, il y a un jour où ça arrivera, apaisé, pas apaisé, Macron, Le Pen ou pas. Il y a un moment donné où mécaniquement, il faudra bien qu'on réfléchisse à la réelle valeur de la dette française. Le juste prix de la dette française, vous le voyez revenir à horizon 24 mois. Il y a beaucoup d'opérateurs de marché me disent on est rentré dans un univers de politique monétaire accommodante qui va durer très 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 longtemps. Et finalement, ces taux ne vont pas remonter comme on le redoute, malgré les mouvements de la Réserve fédérale américaine. Oui, sauf s'il y a un gros accident sur la Réserve fédérale américaine, sauf s'il y a un gros événement géopolitique américain et que derrière la Réserve fédérale agit. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on est reparti pour plusieurs mois vraiment d'une politique très accommodante. Il faut que la France fasse attention parce que jusque-là, elle n'en a absolument pas tiré les fruits comme ses voisins. Y compris l'Espagne qui était dans une situation bien plus difficile que la nôtre il y a quelques années. Jean-Pierre Levat, vous écrivez ce matin dans Les Échos. Alors en fait, moi j'ai souvent parlé des défis. Vous écrivez le défi en fait du quinquennat. Il y a un défi du quinquennat et il semblerait à vous lire qu'il soit grand temps de s'y mettre, comme le dit Stéphane Van Nuffel, parce que la fenêtre de tir pourrait se refermer. Et ce défi, ce sont les déficits extérieurs, si j'ai bien compris votre position. Oui, et je ne suis pas très optimiste. Je constate Vous le dites vous-même, les réformes que nous n'avons jamais faites, tout ce que nous n'avons jamais engagé, il faut y aller. On peut imaginer que cette fois-ci, c'est le jour où on va y aller. C'est pas ce que je vois dans les programmes tels qu'ils sont affichés pour l'instant. On voit beaucoup de réformes douces, de choses qui font plaisir au patronat parce que on parle de la réforme du marché du travail, on parle d'un allègement souhaitable des charges fiscales. Mais le cœur du problème, c'est-à-dire la perte de compétitivité de l'appareil productif, pour l'instant, elle se poursuit. Elle n'a pas été interrompue, elle est à peine ralentie. Notre déficit de balance commerciale est toujours aussi fort. On a eu le chiffre de la Banque de France terrible la semaine dernière. Et le phénomène nouveau, qui est très inquiétant, c'est que ce déficit des biens s'étend maintenant aux services. C'est-à-dire que les services sont devenus aussi déficitaires en termes d'échanges extérieurs. Ceci n'est pas dû seulement au problème du tourisme qui a été frappé par les attentats l'année dernière, c'est dû aussi à la détérioration des autres services. Les services de transport sont devenus déficitaires, les services de haute valeur ajoutée aux entreprises sont devenus déficitaires,
Et donc, nous avons une balance globale biens et services qui n'arrête pas de se détériorer. Et donc, c'est la preuve même que nous n'avons pas une capacité d'offre pour faire face à la demande. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, tout effort, tout encouragement à la demande se traduit à hauteur de 100. Vous mettez 100 dans le circuit pour encourager la demande, vous augmentez les importations de 70. C'est-à-dire l'appareil productif français est hors d'état aujourd'hui. Mais Emmanuel de Macron, tourner il a plus bien vite. toute une partie de son programme qui est de la politique de l'offre, justement. Et on peut considérer que la réforme du marché du travail, ce n'est Non. pas simplement un cadeau au patronat, Non. c'est engagé à la réforme que beaucoup de Non, grandes si je démocraties ont peux, engagée avant nous. continuer dans les choses un peu obscènes, scandaleuses, etc., il répond aux demandes immédiates du patronat sur l'allègement des charges sociales et fiscales, sur la réforme du marché du travail. Il ne touche pas, personne ne touche à un problème fondamental qui est beaucoup plus profond, c'est que le fonctionnement même du système français de dialogue social, de les 750 branches, les 500 conventions collectives dont personne ne parle, ont pour résultat qu'aujourd'hui, depuis d'ailleurs 10 ans, 15 ans, la productivité augmente moins vite que le salaire réel. Et ceci est vrai dans l'industrie, ceci est vrai dans tous les secteurs économiques. À cause de la panne du dialogue social. Non, pas de la panne. Il marche trop bien d'une certaine manière. Dans l'autre sens. Hein, dans l'autre sens. Elle marche C'est arrière, dans l'autre je veux dire. sens. J'ai l'impression qu'il y a la volonté chez Emmanuel Macron, sans le dire de manière très explicite, d'enfoncer pas mal de coins dans ce système Non, je de crois qu'on est- paritaire. Non, je ne crois pas. Ah, vous je croyez ne crois pas. Je constate que personne ne parle de la diminution du nombre de branches. Personne ne parle de... Vraiment, le chantier est en cours, Jean-Pierre Levade. C'est un Ah, sujet qui a où été évoqué. Le patronat a dit qu'il était grand temps de rationaliser, Ah oui, de passer de 700 branches à une centaine. Oui, oui. Et que dalle, rien. Rien. On aura des indications à 15h cet après-midi, hein, parce qu'on va voir l'équipe Rien. gouvernementale qui est mise en place et les personnalités qui seront sur ces sujets-là vont forcément orienter un petit peu ce qui va se passer, hein, Nicolas, je pense. Mais il y a quand même des mesures pour l'investissement qui peuvent nourrir l'innovation, qui peuvent nourrir la robotisation. Il n'est plus question de taxer les C'est robots. pas de ça, Jean-Pierre c'est pas de ça Levade. dont Mais on non, mais parle. ça fait sont des éléments de compétitivité essentiels. Certes, je rappelle, hein, on a toujours 2 fois moins de robots Oui, proportionnellement oui. que les Allemands. On n'a pas de pure player. On est ravis de toutes les start-up, etc. Mais globalement, l'appareil productif français investit beaucoup moins dans les nouvelles technologies que celui de nos concurrents. Et elles Donc, grossissent pas. Et nos startups On n'a pas un grossissent pas. Google ou un Facebook ou un Amazon. Non, on est toujours dans une situation le dos au mur. Vous citez les services qui se dégradent, mais effectivement, vous le constatez vous-même, on a un coût du travail, donc un bon vieux marqueur classique du patronat, beaucoup plus élevé dans les services en France qu'en Allemagne Et aujourd'hui. qui c'est qui donne les augmentations de salaire? D'accord, ça c'est la responsabilité patronale et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Allez-y, Jean-Charles Simon, on est sur des terrains que vous maîtrisez bien. Et alors, je ne pensais pas que Jean-Paul Levade Ça allait m'étonne- attaquer le sujet. Ça m'étonnerait que Jean-Charles soit totalement désaccord. Ah Non, mais allez-y, Au allez-y, contraire, pour bien comprendre. Pour bien comprendre pourquoi le dialogue social en fait marche trop bien. On peut tout approuver dans ce qui vient d'être dit. Je dirais que en plus le vrai problème sur les déficits courants, c'est que c'est quelque chose dont on est un petit peu immunisé en visibilité et en choc immédiat. Le fait d'être dans une zone monétaire comme la zone euro, on est un peu comme aux États-Unis aussi. Ils ont des déficits courants très forts et ils en sont un peu immunisés par la force du dollar. Et c'est terrible parce que c'est un glissement de la compétitivité de l'appareil productif dont on ne mesure pas tout de suite les effets. C'est-à-dire que ça glisse lentement et il n'y a pas de choc aussi visible qu'un pays en développement qui, lui, aurait un problème immédiat sur les marchés d'échange et qui serait tellement violemment attaqué qu'il serait soit en faillite, soit obligé de tout de suite réagir. Donc on a cette vraie difficulté-là et effectivement, je ne vois pas, je suis inquiet parce que je ne vois pas du tout les axes qui vont aller vers les réformes nécessaires. Au contraire, ceux dont je vois très bien le Dites-moi, scénario. franchement, qu'est-ce qui manque, Jean-Charles Simon, dans le je vais vous dire, qu'est-ce qui le manque scénario que On a je quand vois. même des éléments fiscaux, on a quand même des Les éléments de paritarisme. les éléments fiscaux, ils sont quand même très très limités. Et à mon avis, je prends les paris, Nicolas, ils vont l'être encore plus parce qu'on se rend compte que les comptes sont un peu plus détériorés que prévu, donc on va faire encore un peu moins d'allègements que prévu sur le coût du travail et autres. Je ne suis pas sûr que le CICE soit mort du tout. On verra ça, vous verrez, il peut très bien en fait durer parce que, y compris le patronat va se rendre compte que c'est plutôt mieux de ne pas changer parce que s'il fallait changer
exactement pour retrouver ces sous avec un allègement de charges. Il faut porter après à 9 points l'allègement et non pas à 6 ou 7 points comme est le CICE pour tenir compte de l'effet de l'effet fiscal. Et ce n'est pas a priori l'orientation du gouvernement. Donc je pense qu'on va avoir moins de réformes que prévu parce qu'on ne sait pas agir sur les dépenses. Tant qu'on ne sait pas agir sur les dépenses et qu'on n'a pas de vraie feuille de route pour changer complètement l'équation des dépenses publiques et qui pour moi ne peut passer que par une réforme majeure sur le système social, le système de protection sociale obligatoire, qui est le cœur du sujet, et ben on n'aura pas de marge suffisante pour changer l'équation en matière. La réforme sur les retraites, elle ne change rien en matière. Elle ne change rien en matière d'équation financière. Et la réforme sur le chômage, M. Macron dit dans son programme, on espérait 10 milliards d'économies. En fait, ces milliards d'économies, ils ne viennent que de l'espoir. J'espère évidemment, comme tout le monde, qui se réalisera, que le taux de chômage va baisser de 3 points. Mais ça, rien ne le dit aujourd'hui. Et je suis, mais alors à 100% d'accord, et je suis très heureux que quelqu'un comme Jean-Pierre Levanne mette ce sujet sur la table avec son autorité, sa crédibilité sur la question des branches et du dialogue social de branches qui n'est que une surcouche extrêmement pénalisante sur la compétitivité des entreprises en matière de marge de manœuvre, de souplesse, et je ne vois rien dans la remise en cause de la hiérarchie des normes qui vient mettre en cause les branches. Or, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que l'entreprise puisse sortir des dispositions de branche pour être beaucoup plus agile qu'elle ne l'est aujourd'hui. On marque une pause, on y revient dans un instant. On repartira sur cette phrase quand je vous parlais de la panne du dialogue social. Au contraire, un dialogue social qui marche trop bien, m'avez-vous dit. Il trouve que cette formule est assez ambiguë, donc on va l'éclairer. Mais bon, le sujet est passionnant parce que là, j'ai un auditeur qui me dit, tiens, voilà enfin des gens qui parlent du programme de Macron en reconnaissant qu'il ne règle aucun des problèmes de fond. J'avais quand même le sentiment qu'il y avait 2-3 billes. Bref, on va continuer parce que c'est le vrai sujet.